Hello my dear English Padawans. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à la voix passive qu'on appelle aussi forme passive. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est la fameuse histoire que tout le monde connaît, qu'on a tous entendu, du chat qui mange la souris et la souris elle est mangée par le chat. Donc ça c'est la forme active et ça c'est la forme passive. Alors, ce qu'il faut savoir cependant, c'est qu'elle est beaucoup plus utilisée en anglais qu'en français. Donc nous allons voir ça en deux parties. La première, la formation, et la deuxième, l'utilisation. Alors, pour commencer, cette formation, elle se fait exactement comme en français, à savoir l'auxiliaire be, donc être en français, suivi du participe passé, du verbe. Je vous ai mis des tickers parce que c'est vraiment la base qu'il faut absolument savoir. Donc il faudra conjuguer cet auxiliaire be, parce que c'est lui qui va porter le temps de la phrase. Donc là, je vous fais référence aux vidéos que j'ai pu faire sur les temps. Si je prends par exemple cette première phrase, English is spoken by over a billion people, on constate que l'auxiliaire be, ici, est conjugué au présent. Évidemment, celui du participe passé pour pouvoir faire le passif. Donc la phrase, elle est au présent. Ici, l'auxiliaire be, was, est conjugué au prétérit. Donc notre phrase est au prétérit. Idem, the film's been acclaimed by the critics. On a has been ici, qui est la marque du present perfect, donc la phrase sera conjuguée au present perfect. My car is being washed. Is being, le is, et la forme en ing indique un présent en ing, donc ma phrase sera au présent en be plus ing. I was being followed, be au prétérit suivi de ing, donc ce sera une phrase en ing, et j'ai couplé en plus avec le be et le ed, le passif. He will be arrested. J'ai mon will qui est indicateur du futur. Be est donc conjugué au futur. Toujours celui du participe passé pour faire le passif. Donc ma phrase sera au futur. Idem avec les modos. She can be called at any time or this essay may have been written by another student. On constate qu'on a toujours notre be et notre participe passé ici. Donc ça c'est pour la formation. Alors maintenant, comment on passe d'une phrase active à une phrase passive? Alors, en règle générale, la phrase passive correspond souvent, mais pas tout le temps, ça on le verra, à un CED dans la phrase active. Alors, pour rappel, bien se souvenir qu'une phrase active est une phrase où le sujet fait l'action mentionnée par le verbe. Ça c'est très important, le sujet fait l'action mentionnée par le verbe. Le complément d'agent correspond à un sujet à l'actif, le fameux par, la souris mangée par le chat. Par le chat, c'est le complément d'agent. On verra qu'il est très souvent mis en anglais. Donc j'ai repris cette phrase, là, le chat mange la souris. Alors là j'ai un peu changé le temps pour la démonstration pour que ce soit plus simple. Donc là j'ai une autre phrase active, the cat eats the mouse, le sujet, le verbe au présent, on se rend compte avec la marque du S ici, et le COD. Comment on transforme ça au passif? Donc tout d'abord je prends mon COD, the mouse, et je le passe sujet dans ma phrase passive. Ensuite je regarde mon auxiliaire, n'oubliez pas, la base du passif c'est l'auxiliaire être suivi du participe passé. Donc j'ai mon verbe au présent, donc je vais mettre be au présent. Ensuite, vous vous souvenez, il nous faut le participe passé, donc je regarde mon verbe c'est eat, je mets son participe passé eaten, et donc là, pour le bénéfice de la démonstration, je vais rajouter mon complément d'agent, donc le sujet devient agent de la phrase, by the cat. Donc ça en gros, ce sont les 4 étapes pour pouvoir transformer une phrase active à une phrase passive. Vous avez le cas des verbes à double construction. En fait, ce sont des verbes qui, à la base, ont deux manières pour être construits à la forme active. Comme par exemple buy, bring, give, etc. Tous les verbes que vous pouvez voir à l'écran, land, offer, promise, sell, send, etc. Donc s'ils ont deux constructions à la forme active, ils vont avoir deux constructions à la forme passive. Par exemple avec le verbe give. Avec cette phrase de base, she gave him the keys. Donc là, on repère bien le sujet, le verbe, le COI, him, lui, en français, et the keys, le COD. Donc, je transpose, je mets ça, je mets le sujet, le COD en sujet, ou le COI en sujet. Donc, dans le cadre ici, c'est le COI qui va devenir sujet. Et ça, cette transformation, elle n'est pas possible en français. D'accord? On va pas dire, il a été donné les clés. D'accord, c'est pas possible. En anglais, c'est parfaitement faisable. Donc, mon COI, him, va devenir sujet, he. Mon verbe est au prétérit à la base, donc je mets be au prétérit, was. Et enfin, je mets mon participe passé du verbe gave, donc ça va donner given. Et je rajoute mon COD.
Alors, il est également possible de faire la construction avec le COD, d'accord? Et donc ce sera the keys qui va passer devant, d'accord? Mais ça, c'est, je dirais, c'est pas la traduction qui est le plus souvent utilisée. On utilisera plutôt la première. Donc, pour pouvoir vous entraîner, des petits exercices dont les liens sont aussi dans la description, donc sur Learning Apps, avec 2 activités ici, où il faudra transformer les phrases à la forme passive. Maintenant, évidemment, ce qui est important, c'est l'utilisation, puisque je vous ai expliqué que en anglais, le passif était beaucoup plus souvent utilisé en français. Alors, on va utiliser le passif en anglais quand on va s'intéresser à celui qui subit l'action, c'est-à-dire l'objet de l'action, et non pas à celui qui l'a fait. C'est pour cela que le complément d'agent, c'est-à-dire la personne qui fait l'action, qui est introduit par by plus le groupe nominal, et peut mentionner en anglais. En effet, sinon, si on veut vraiment mentionner celui qui fait l'action, pourquoi s'embêter à faire une phrase passive? On fait directement une phrase active. On peut cependant le rajouter quand il apporte une information supplémentaire, comme he was being killed by a lunatic. On l'utilise aussi en anglais quand l'auteur de l'action est évident. The president's been re-elected. Oui, c'est évident qu'il a été réélu par les votants, d'accord, by the voters. C'est pour ça qu'ici, je vous ai indiqué le complément d'agent entre parenthèses. Mais en règle générale, on ne l'aura pas. On va aussi l'avoir, tout simplement quand on ne connaît pas l'auteur de l'action. Your car has been stolen. Par qui? On n'en sait rien, on sait juste qu'elle a été volée la voiture. Mais on ne sait pas par qui, donc on ne connaît pas l'auteur. Un cas classique d'utilisation du passif en anglais. Mais aussi, c'est quand on ne veut pas mentionner l'auteur de l'action. On n'a pas envie de le préciser. I was told this was fantastic. D'accord, on m'a dit que c'était génial. Oui, mais on veut pas dire qui est le on. Alors, pour X raisons, on n'a pas envie du tout de le dire. Donc, dans ce cas-là, cas typique d'utilisation d'un passif en anglais. Et puis aussi, ça c'est par rapport surtout au style, quand on commence une phrase par ce qui est connu ou par ce dont on parle déjà. Alors, un exemple pour être plus précis. Si vous prenez ces 2 phrases ici, John Lennon died in 1980, was killed by a lunatic. On venait juste de parler de John Lennon. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple de recommencer la phrase en remettant John Lennon en sujet. C'est beaucoup plus naturel aussi que de dire John Lennon died in 1980, a lunatic killed him, ce qui nous fait 2 focus dans la phrase avec 2 sujets différents. C'est un peu moins brillant. Et puis aussi, et surtout, ça va servir le passif à traduire le on français. Donc quand vous savez le nombre de fois où on dit on en français, vous allez comprendre l'histoire. Alors, pour traduire le on du français, c'est par définition le on est d'accord, quelqu'un d'inconnu, ça peut se référer à une ou plusieurs personnes. Et donc en fait, le truc c'est qu'en anglais, il va se traduire de différentes manières, justement selon qu'il exprime. Alors, nous, on va s'attacher évidemment au passif, et on va utiliser le passif pour traduire le on, quand ce on ne fait référence à aucune personne précise, et quand on peut le remplacer par quelqu'un. Par exemple, quand on dit « on m'a volé mon portable », je pourrais très bien dire en français « quelqu'un m'a volé mon portable ». Boum, un passif en anglais. Alors, évidemment, on pourrait dire « someone has stolen my mobile phone ». Impeccable, ça marche aussi. Mais plus naturellement, « my mobile phone has been stolen ». Littéralement, mon portable a été volé. On peut aussi utiliser le passif avec des phrases du type « on dit que »,« on pense que », chose qu'il n'est pas possible de faire en français, ou alors c'est vraiment dans des cas extrêmes et ça va donner un style un peu bizarre. On m'a dit qu'il viendrait. I was told he would come. Alors en français, on traduit littéralement par « j'ai été dit qu'il viendrait ». On se rend bien compte, bon ok, on comprend, mais on ne dit pas ça, on parle jamais comme ça. Donc, pour passer directement de là, on m'a dit qu'il viendrait à I was told he would come, si vous avez du mal, n'hésitez pas à repasser par des transformations actifs-passifs comme on a vu auparavant. On m'a dit qu'il viendrait, c'est quelqu'un m'a dit qu'il viendrait. Donc je traduis cette phrase d'abord, someone told me he would come, et là, vous voyez, j'ai donc bien l'apparition de mon COD. Mon COD va devenir sujet, I. Mon verbe est au prétérit, je mets be au prétérit, was. Mon verbe de départ, c'est told, je mets son participe passé, told. Et enfin, he would come. Voilà. Pour pouvoir vous entraîner là-dessus, des petites activités. Alors, une sur anglais facile, enfin 2 sur anglais facile. Attention, celle-là est un peu difficile. Et la dernière sur Learning Apps, plus précisément sur le on. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous dis à bientôt. Bye bye!